Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après le jeu de la vérité, voici les vôtres, à travers un autre jeu, un seul en scène où l'acteur que vous êtes prend aussi de la hauteur pour dire tout haut vos réflexions sur la société d'aujourd'hui, un monde où l'on ne vit pas toujours pour le meilleur et pour le rire. Bonjour Philippe Lelouch. Bonjour Jacques. Alors vous êtes effectivement en scène, un seul en scène en ce moment dans toute la France, on va en parler. C'est votre, non pas votre premier seul en scène, mais c'est un seul en scène important. Mais le principe des clés d'une vie, vous êtes déjà venu, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Absolument. Alors la première que j'ai trouvée, c'est loin, c'est le 17 mai 1999. C'est votre première interview télé, 20 secondes dans le journal télévisé de Bourgogne, où vous évoquez Jacotte, que vous tournez au musée des Beaux-Arts à Dijon. Vous vous en souvenez? Oh alors pas du tout. Ah, vous êtes 20 secondes dans ce reportage, où vous expliquez que vous êtes un inspecteur pâteau qui ne se prend pas au sérieux. Ah incroyable, vous avez retrouvé ça? Oui. C'est dingue. Ah bah alors oui, je me souviens très très bien de cette série, oui. Voilà. C'était une série jouée avec Daniel Evenou. Daniel Evenou, absolument, qu'on a tourné en Bourgogne pendant quelques mois. Et c'était le premier rôle important que j'avais, grâce toujours à ma bonne fée Marion Sarraud, paix à son âme, qui est la réalisatrice probablement avec laquelle j'ai le plus travaillé. Voilà. Alors il se trouve que Daniel Evenou à l'époque vivait avec Jacques Martin, qui était un cuisinier hors pair, mais elle est partie un soir en claquant la porte parce que c'était fâché avec lui, nue sous un manteau de bison, mais elle n'avait pas la clé. Oui. Donc elle a passé la nuit dehors. C'est le genre de choses qu'elle aime raconter de temps en temps. Ouais. Alors, ça vous étonne pas? Non, ça m'étonne pas de Daniel. C'est une personnalité assez incroyable. Alors, votre vocation originelle, c'est le journalisme. Oui. Pourquoi? Oh bah je crois qu'il y a eu toujours en moi cette envie de raconter, mais finalement j'en suis pas sorti. C'est-à-dire qu'il y a aucune différence entre ce que vous faites Jacques et ce que moi je fais. Finalement c'est la manière de l'exprimer qui est différente. Vous êtes dans le factuel, vous aimez raconter les autres, donc on est obligé à une certaine vérité. Et moi probablement un jour lassé de ce besoin de vérité, j'avais envie d'écrire sur de l'imaginaire pour raconter des choses. Oui. Voilà, mais ça part du même principe. C'est raconter. Oui, et avant de faire du journalisme et de suivre des études, vous avez poursuivi des études que vous n'avez pas forcément rattrapées, puisqu'à l'école, vous n'étiez pas vraiment le meilleur. Non, j'étais pas le meilleur, j'étais pas le pire, mais j'étais pas le meilleur. Il y avait une espèce de légèreté et d'insouciance que j'ai probablement un peu gardé. J'ai pas été quelqu'un de très inquiet sur l'avenir en général. Donc voilà, je me laissais porter. Mais j'ai passé une enfance merveilleuse. Mes années de lycée sont des années absolument remarquables où j'étais pas inquiet par grand chose, quoi. Les copains, les filles, quoi. Voilà, c'était ma vie. Mais vos profs étaient quand même plus inquiets, puisqu'il y en a un qui a écrit un jour « Monsieur Lelouch cherche parfois le baby-foot pour venir en mathématiques ». Elle est affichée encore dans mes toilettes, celle-là. Et il a au moins le mérite d'avoir trouvé une formule absolument extraordinaire. C'est vrai, il avait écrit ça au bac, j'avais eu ça comme mention pour aller. J'ai passé un bac A, qui était à l'époque un bac littéraire, et pourtant, j'étais nul en maths, et il avait écrit ça, ouais. Il sèche parfois le baby-foot pour venir en mathématiques, j'avais adoré ce truc-là. Et vous étiez bon en baby-foot? J'étais pas mauvais en baby-foot et en flipper, je touchais ma bille, comme on dit, ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que le baby-foot a été inventé par un Français qui a construit des automobiles, Lucien Rosengart, qui l'a fait en bois sous le nom de Pink Foot et de football en miniature dans les années 30. C'est génial, je savais pas ça du tout. C'est un Français, oui. Ah ouais, Ah bah dis donc. Alors, quand les études ne marchent pas forcément, vous avez la femme qui vous défend, c'est votre mère. Oui. Toujours. Oui, ah bah ça, mais encore maintenant. C'est notre ange, c'est comme souvent beaucoup de mamans. Mais pour mon frère et moi, c'est mon ange gardien terrien, c'est ma maman, ça c'est sûr. Et elle a eu cette phrase remarquable qui a été absolument folle dans ma vie, parce que ça a été un déclencheur. Effectivement, quand j'ai raté mon bac la première fois à 2 points à l'oral, ma mère était en voiture avec moi et c'était finalement mon premier échec. Et tout d'un coup, quand elle a vu que ça me faisait de la peine, elle a arrêté la voiture et elle m'a dit « Écoute Philippe, avec ou sans bac, tu seras un grand bonhomme. » Voilà, et ça, quand une maman vous dit ça, plus rien peut vous arrêter. C'est-à-dire qu'elle vous a donné des ailes dans l'instant. Et vous êtes devenu un homme de lettres alors que vous auriez pu être receveur à la poste. Exact. Vous savez tout. Oui, oui. Mon père était très très inquiet. Je raconte ça sur scène que mon frère et moi... On veuille devenir saltimbanque, et pour lui ça voulait dire clochard, vraiment il était très inquiet, et un jour il voulait absolument qu'on s'inscrive pour passer un concours à la poste pour être receveur généraux des postes. Je raconte ça sur scène, ouais, ça nous a beaucoup marqué. Oui, et finalement vous n'avez pas passé le concours. Non, on a réussi à passer au travers de ça. Oui. Et plus tard il a dit que votre frère Gilles et vous étiez des ovnis. Oui. Bah oui, parce que c'est on me dit ça souvent, on dit c'est assez rare de voir 2 frères
frères qui arrivent à faire ce métier et qui en vivent. Oui, c'est vrai, on a cette chance-là, mais c'est parce que je pense que c'est le fruit, encore une fois, d'une éducation merveilleuse, c'est-à-dire qu'un papa très dur, qui nous passait pas grand-chose, et une maman qui, elle, était d'un optimisme débordant. Le mélange des deux a fait que ça nous a peut-être un peu construit, oui. Et les études de journalisme ont bien débuté. Oui, j'ai fait... Ah bah oui, ça a très bien débuté. J'ai fait du journalisme à l'école, et puis après, je le suis devenu un peu, pas longtemps. Mais bon, j'avais cette envie-là. Mais je pense que j'étais un acteur qui jouait au journaliste, donc je savais bien jouer le journalisme, mais au fond, j'avais envie déjà d'autre chose. Et le déclic, c'est un reportage qu'on vous confie sur le karaoké. Oui. Pour Envoyé spécial. Oui, c'est ça. Je fais un reportage sur à l'époque, c'était l'arrivée du karaoké à la fin des années 80 et voilà, c'était un phénomène qui s'installait en France, et j'avais tourné un reportage qui s'appelait Les Stars du karaoké, où j'avais suivi des mecs qui avaient changé leur vie pour le karaoké, qui avaient trouvé une raison de vivre, carrément. J'avais trouvé ces personnages-là, et un soir, je vais tourner chez Castel. C'était le karaoké des riches. Et quand j'ai fini de tourner ce que j'avais à tourner, je me suis mis à chanter. Voilà, je profitais de la soirée. Et par chance, il y avait un agent de cinéma que je ne connaissais pas, qui s'appelle Daniel Guin, qui exerce toujours et qui ce soir-là m'a repéré. Voilà. Il se trouve que le karaoké, ça a été inventé par un japonais qui s'appelle Daisuke, monsieur Daisuke, qui est en 70, mais il s'est inspiré de quelque chose qui s'est passé en France. En France, il y avait eu, avec les biscuits l'Alsacienne, dans les années 60, des petits disques playback sur France Gall, Johnny, que les enfants s'arrachaient et qu'on avait avec des paquets de biscuits. Ah bah, et on a vu un jour, et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Bah incroyable, comme quoi souvent c'est français à la base et après on se fait gauler les trucs, faudrait peut-être qu'on se réveille. Alors la chanson justement, ça vous passionne depuis toujours, vous avez souvent chanté et j'ai trouvé notamment une archive sur YouTube. En sacrifiant, c'est navrant, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Je vous vois sourire, vous avez repéré cette chanson, vous l'avez chantée, vous êtes monté sur scène avec un groupe qui s'appelait Folie Passage, et vous avez rejoint ces gens-là sur scène pour chanter avec eux. Mais où vous trouvez ça? Ah, c'est dans les archives. Mais c'est incroyable. Bravo Jacques, parce que je n'ai jamais entendu ce truc-là. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes formidable. Il vient vous chercher dans la salle pour une émission, vous montez sur scène et vous enchaînez avec lui à la façon d'Aznavour. Ouais. Oui, parce que j'adore ça. Voilà, j'adore chanter. Voilà, il y a quelque chose de. J'ai lu, je sais plus quel penseur avait dit les méchants n'ont pas de chanson. Alors j'espère être un gentil, voilà. Mais je ne doute pas de votre gentillesse. Alors, il se trouve que cet agent Daniel Guin vous a repéré. Elle prend votre numéro de téléphone, Philippe Lelouch, et elle vous invite à l'anniversaire de Sandrine de Bonner. Oui, c'est ça. Elle m'invite à l'anniversaire de Sandrine de Bonner une semaine après. Alors, me disait, vous êtes encore journaliste, là? Je suis encore journaliste, et là je me retrouve à une table d'acteurs, d'actrices en l'occurrence. J'ai tourné avec Sandrine il y a 2 ans, elle se souvenait très bien de ça. Et je me dis merde, et à la fin elle dit à table pendant le dîner, tu vas voir Sandrine, vous allez voir tous, Philippe chante super bien. Et j'étais terriblement gêné d'avoir les gens qui ont l'habitude des micros et des caméras. Et puis évidemment elle me dit vous allez voir, il va chanter. J'ai chanté, j'ai eu cette faiblesse. Et à la fin, elle m'a dit, écoute Philippe, je sais pas si tu seras star un jour, mais ce dont je suis sûr, c'est que tu es un acteur, et si tu veux, je te représente. Et voilà le début véritablement de ma carrière. Vous aviez chanté Femme, je vous aime. Exactement. Mais souvent, vous avez dit, ta vocation, c'est la chanson. Oui, mon frère me dit ça souvent. Il me dit, tu t'es gouré de métier, t'aurais dû être chanteur. Mais il le dit pas méchamment, hein, non pas qu'il trouve que je sois un mauvais comédien. Enfin, j'espère, je le suppose. Mais il me dit, t'aimes tellement ça. Et c'est vrai que j'adore ça. Voilà, c'est quelque chose qui est très lié. Je pense qu'un bon chanteur est avant tout un bon interprète. Mais depuis toujours, vous chantiez enfant? Oui. Ouais, j'ai toujours eu ce goût-là. Les paroles, alors je suis très attaché à la chanson française parce que j'aime bien comprendre ce que je chante. Et la mélodie, évidemment, primordiale, mais les mots quand même. Les mots. Très vite, j'ai compris que une chanson, ça emmenait très loin. Et vous écoutiez les chansons à la radio? Oui. Vous aviez Alors moi, j'ai écouté les hit parades de Jean-Loup Lafont et autres. Moi, j'ai été un fervent auditeur de la radio. À l'époque, c'était Europe 1 que j'écoutais beaucoup avant que les radios libres existent. Et puis après, évidemment, on a basculé comme tous à l'époque sur Énergie ou RFM. Mais au départ, j'écoutais beaucoup Europe 1. Je me souviens, c'était le hit parade et tout ça, Balavoine, tout ça. Et j'étais très... j'aimais la chanson. J'ai toujours aimé ça, ouais. Alors, il se trouve que vous êtes encore, lorsque vous rencontrez Daniel Guin, journaliste. Oui.
Et ça s'est arrêté à ce moment-là ? Ça s'est arrêté immédiatement. Le jour où elle me fait cette proposition, le lendemain, j'ai été dire, je fais autre chose, je vais devenir acteur. Ce qui était complètement fou parce que j'étais déjà papa. Mon fils devait avoir quelques mois et j'ai pris ce risque de tout plaquer pour devenir comédien. Voilà. Mais vous n'avez jamais pris de cours de comédie ? Non. Ah si, alors, un peu, mais c'était du théâtre post-nucléaire. Vous savez, le théâtre très chiant là qu'on nous fait faire souvent en province, fait le fœtus, fait la plante qui pousse, tout ça. Bon, je me disais, je vois pas du tout comment on passe de ça à faire des films. Donc j'ai fait ça quelques mois à Fontainebleau dans une petite troupe de théâtre et puis et après j'ai vite arrêté. Mais j'ai la faiblesse de penser que c'est un métier qui ne s'apprend pas. Voilà. Oui, il faut avoir l'instinct. Je pense. Et vous l'avez. Et on va continuer à parler de votre carrière avec une autre date plus récente, le 15 mars 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Lelouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Lelouch. Nous parlerons tout à l'heure de ce seul en scène stand-alone, comme on dit en bon français de France, que vous tournez actuellement dans toute la France. On en revient à votre parcours. Vous êtes donc journaliste, vous devenez acteur. Et il y a une date importante, le 15 mars 2017, la sortie de ce film. Chacun sa vie, ses erreurs, ses blessures. Chacun son temps, ses coulures. Chacun sa vie de Claude Lelouch, où vous jouez votre propre rôle. Ouais. Oui, enfin, on joue pas mon propre rôle, mais il a un principe, Claude, c'est qu'il dit, il laisse les prénoms des gens. Il dit, ça évite de se planter, ça sert à rien d'inventer des prénoms, autant garder. Donc, systématiquement, dans les films de Claude, j'en ai fait 3, bientôt 4, j'espère. Voilà, on s'appelle tous par nos vrais prénoms, quoi. Voilà. Et presque tourner avec Claude Lelouch, c'était une consécration. Ah, pour moi, oui. Ah, pour moi, entre je sais pas, Lucas et Lelouch, j'aurais pris Lelouch. Voilà. Mais parce que mon père s'appelait Claude. Il y a une vraie raison à ça. Voilà. Donc longtemps, on m'a pris pour le fils de Claude Lelouch, le metteur en scène. Or, j'étais le fils de Claude Lelouch, mais pas le metteur en scène, ce qui me permettait parfois de faire que des demi-mensonges. Mais et j'ai raconté tout ça à Claude, ce qui l'a beaucoup fait rire. Mais oui, donc du coup, peut-être lié à l'homonymie, mais j'ai regardé tous ces films. J'ai été bercé par les films de Claude et je dois reconnaître que je suis monstrueusement sensible et réceptif à son cinéma. Voilà, son cinéma me parle. J'aime absolument tous ses films, même ceux que les autres jugeront les plus mauvais. Il y a rarement, me semble-t-il, de mauvais acteurs. Il y a toujours eu, en tout cas, une formidable scène dans tous ses films. Et parfois, il y a carrément que des belles scènes. Mais donc, je suis absolument fan de son cinéma. Et pour moi, tourner avec lui, c'était le Graal, c'était le César, c'était l'Oscar. On a même le sentiment que vous avez fait ce métier parce qu'il y avait Claude Lelouch. Peut-être. C'est pas exclu parce que effectivement, je suis extrêmement sensible à son cinéma, à sa technicité, à sa façon de diriger. D'ailleurs, c'est le seul au monde qui dirige les acteurs comme ça. Hein. C'est quand même le seul metteur en scène au monde qui fait des films avec un scénario dans sa tête. Oui, voilà. Vous avez une liberté totale à partir de ce qu'il vous dit. Totale, voilà. C'est-à-dire qu'il nous explique la scène et il faut la jouer. Donc il n'y a pas de dialogue, on n'a rien à apprendre. Par contre, il est là, il est à vos pieds ou derrière vous, à côté de vous, et il vous dit il vous aiguille sur ce qu'on a à jouer. Et parfois, il parle pendant les prises, ce qui est quand même complètement fou, en disant non, dis plutôt ça. Voilà, et jusqu'au moment où il nous laisse en roue libre. Alors, il se trouve aussi que vous avez mis des années à le rencontrer, à tourner avec lui. Ouais. Comment ça s'est fait ? Alors, c'est très drôle parce que quand j'étais jeune acteur, évidemment, mon premier objectif, c'était de tourner avec lui. Et avec la naïveté qui caractérise le jeune âge, j'avais été le voir au cinéma des cinéastes où il présentait un film. Mais je devais avoir une vingtaine d'années, enfin, 28 ans, 29 ans, je démarrais. Et je lui ai dit, voilà, je m'appelle Philippe Lelouch, mon père s'appelle Claude comme vous. Persuadé que ça allait me donner un avantage sur les autres. Et je lui ai dit, j'aimerais beaucoup tourner avec vous. Et il m'a dit cette phrase magnifique, il était charmant. Il m'a dit, écoutez, le problème c'est que je vous connais pas. Et moi, pour faire tourner un acteur, j'ai besoin d'avoir faim de cet acteur. J'ai besoin d'avoir vu son travail pour m'en inspirer. Voilà. Et il dit, comme je vous connais pas encore, je peux pas vous faire tourner, mais peut-être que ça viendra un jour. Bon. Quelques jours plus tard, je lui ai écrit un courrier avec une photo de moi en lui disant, je vous souhaite un bon appétit. Voilà, ça n'a pas eu d'effet non plus. Et bien des années après, j'ai eu un coup de fil un matin. J'ai tout de suite su que c'était lui, puisque j'ai reconnu sa voix immédiatement. Qui me dit, bonjour, c'est Claude Lelouch. Et je lui dis, oui Claude. Je lui dis, c'est le coup de fil que j'attends depuis des années. Il m'a dit, j'ai eu votre frère au téléphone, est-ce qu'on peut se voir demain midi pour déjeuner au Club 13 ? Bien sûr qu'on y a été. Et là, il m'a dit cette phrase, c'est un séducteur hors norme. Il y a bien un mec qui sait parler aux acteurs, c'est lui. Et il nous raconte, il démarre le déjeuner avec cette anecdote. Il dit, il y a 2 jours, j'ai commandé des sushis. Et quand j'ai donné mon adresse puis mon nom,
le mec m'a dit quel Lelouch, Gilles, Philippe ou Claude. Et il m'a dit d'arriver en 3e position m'a un peu vexé. Alors j'ai décidé qu'il fallait qu'on se rencontre. Voilà. Et puis ça a été le démarrage d'une profonde amitié. Oui, car les 3 derniers films, vous êtes dedans. Ouais. Et puis on s'aime. Voilà, il y a quelque chose de... Vous savez, vous le savez comme moi, Jacques, il y a des gens qu'on admire et qu'on ferait mieux de ne jamais rencontrer. Hein, voilà, parce qu'on est déçus. Et puis il y a ceux qu'on admire, qu'on idéalise, et quand on les rencontre, c'est encore mieux que ce qu'on avait idéalisé. Et c'est le cas de Claude. Alors, il se trouve aussi que dans ce film, le premier film, il y avait Johnny. Ouais. Alors, il se trouve que Lelouch connaît Johnny depuis ses débuts, puisqu'il a tourné des Scopitones quand il n'y avait pas d'argent. C'était le premier clipper, Claude Lelouch. Voilà. Il allait à l'Olympia, il allait voir Johnny, Sylvie tout jeune, et il tournait des Scopitones pour payer les dettes de son premier film. Exactement. Et alors, Johnny, vous avez fait de la moto avec lui ensuite. Oui, et puis c'était sa passion. Et puis après, et puis la dernière fois que j'ai fait de la moto avec lui, c'est parce que j'ai suivi voilà le dernier voyage qu'il a fait sur les Champs-Élysées. Voilà, j'étais avec mes copains bikers et on a suivi Johnny. C'était voilà. Mais moi je suis, vous savez, ma culture aussi bien cinématographique que musicale est très franco-française. Voilà, vraiment je suis très franco-français. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Alors il y a aussi quelqu'un qui a compté dans votre vie, dans le cinéma, puisque le cinéma ça a commencé, je crois, parce que vous êtes allé à un mariage d'une amie. Et que là, vous avez été repéré, que tout a commencé là. Oui, c'était fou. La vie est folle, mais moi je pense que la vie est faite de rencontres incroyables. Je vais quelques semaines après avoir rencontré Daniel Guin, qui me propose donc de devenir comédien. Je vais faire une amie d'enfance se marier. Elle me demande, puisque son père avait disparu et j'adorais son papa, elle me dit: est-ce que tu veux bien faire un discours pour mon mariage que j'ai fait? Et à ce mariage, il y avait une de ses tantes que j'avais très bien connu jeune homme, puisque c'était ma petite amie quand j'avais 15 ou 16 ans. Et je crois que j'ai fait rire avec ce discours. Et à la fin de ce discours, elle me dit: mais qu'est-ce que tu fais maintenant, Philippe, cette fameuse tante? Et je lui dis: figure-toi, je vais te faire rire, mais depuis 2 semaines, je suis acteur. Et là, elle me dit: ah, alors tu vas rencontrer ma sœur. Et en fait, cette femme s'appelait Brigitte Sarraut. Elle a œuvré un temps comme attachée de presse sur France 2. Et elle était déjà en retraite. Et elle a appelé sa sœur, puisque c'était sa petite sœur. Elle lui a dit: Marion, tu vas rencontrer un mec, j'ai vu que ça emmerdait profondément Marion Sarraut, mais qui pouvait pas refuser à sa sœur. Donc elle me donne un rendez-vous quelques jours plus tard à midi, en me disant: j'aurai qu'un quart d'heure, parce qu'après j'ai un déjeuner, ce que je pressentais être un mensonge et qui en était un, mais c'est la façon dont on est sûr de pas être emmerdé longtemps. Et donc on s'est donné rendez-vous à midi dans le 16e, là en bas de chez elle, et on est sorti de table à 15h30. Et avec à la fin cette promesse de me dire: tu vas tourner mon prochain film. Et j'en ai fait 7 ou 8 avec elle. Oui, il faut savoir que Marion Sarraut a un parcours très particulier. D'abord, c'était la petite fille d'Albert Sarraut, qui était président du Conseil dans l'entre-deux-guerres et gouverneur général de l'Indochine, et qu'elle a commencé comme comédienne avec la Nouvelle Vague, et qu'elle a fondé les Cahiers du cinéma avant de travailler pour les Carpentiers. C'est quand même fou, non? C'est fou. Et première femme réalisatrice. Exactement. Et donc avec elle, ça a été un premier tournage. Alors le premier tournage, une femme d'honneur, je crois, qui a eu un déclic quand on a dit moteur. Oui, c'est ça. Ça, vous savez tout, Jacques, c'est incroyable. Ce type-là, il y a livre ouvert dans mon cerveau. Oui, il y a cette première scène, je m'en souviendrai toujours, où il fallait que je descende un chemin de pierre pour aller rejoindre. Je jouais un camionneur pour aller rejoindre mon camion, voilà. Et donc les caméras suivaient mon chemin. Il y a toute une équipe. C'est toujours flippant quand on arrive pour la première fois, c'est paniquant sur un plateau de cinéma, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent. Et donc ils vont vous regarder. On se dit merde, faut que je sois à la hauteur, etc. Et quand la lumière est faite, on attendait la tombée de la nuit, quand la lumière avait été en place, que tout était en place, on m'a dit allez, moteur et action. Et à ce moment-là, en descendant ce chemin de pierre, je me suis dit: je ferai plus jamais autre chose. J'ai trouvé mon métier. C'est ça que je veux faire. Voilà, j'en étais sûr. Et vous avez accompli justement un chemin assez particulier avec des enchaînements de petits rôles au départ. Ouais. Dans Docteur Sylvestre, dans Michel Vaillant, c'était pas des gros rôles. Ah non, mais au début on n'a pas le choix. Hein. Faut aller bosser là où il y a du boulot. Moi je suis toujours surpris de ces jeunes acteurs qui parlent de la gestion de l'image. Avant de gérer une image, faut en avoir une. Donc au début, moi, on prend le tout venant et on est très content de travailler. C'est formidable d'être appelé. Vous savez, on se dit tiens, il y a quelqu'un qui pense à moi, c'est génial. Donc moi, donc j'allais volontiers. J'ai jamais refusé le moindre rôle au début. J'avais pas les moyens. D'abord, fallait bouffer. Et puis comme j'aime jouer, je jouais. Voilà. Oui, mais en même temps, c'est pas évident qu'on vous propose au départ. Non, mais de toute façon, ce métier, c'est un pari fou.
Parce que comme disait, c'est Gérard Louvain qui disait il y a quelques années, faut rendre à César ce qui est à César. Il dit cette phrase formidable. Il disait faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Bon, il a parfaitement raison. Mais il y a rien non plus qui certifie que dans les 10 ans on sera reconnu. Donc c'est un pari absolument dingue. Faut une grosse dose d'inconscience pour se lancer dans cette carrière-là. Et je l'ai fait. Et puis au bout d'un moment, on enchaîne les petits rôles, on commence à être repéré. Et puis je me suis dit tiens. Pour gagner un peu de temps, je vais être ma source de revenus, c'est-à-dire je vais me donner du travail. Donc je me suis mis à l'écriture puisque j'ai pensé que peut-être je pouvais écrire quelque chose qui intéressait les gens et puis ça a été le jeu de la vérité. On va en parler bien sûr, mais surtout il y avait aussi un déclic, c'est Clem. Les 5 saisons de Clem, ça vous a rendu très populaire. Alors auprès des ménagères comme on dit et des jeunes filles, oui, parce que j'ai joué sur TF1 ce beau-père et ce mari idéal, un peu qui est un type très bien, ce Javier comme l'appelait Victoria Abril. C'est des rôles merveilleux. Moi j'ai accepté cette série il y a une dizaine d'années maintenant parce que je voulais jouer avec Victoria. Voilà, je suis encore excessivement motivé pour aller jouer avec des gens que j'admire et que je respecte. Et Victoria fait partie de ces comédiennes incroyable, avec un talent fou, avec lesquels j'avais envie de tourner. Donc jouer son mari, c'était irrésistible. Donc je l'ai fait, je ne le regrette pas. J'ai fait ça 4 ans, je crois, et c'était vraiment bien, ouais. Victoria Merida, qui s'appelle Abril parce qu'elle est née au mois d'avril en Espagne. Ouais. Et bien là, on va parler d'un autre mois, le mois de janvier, avec une date, le 22 janvier 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Lelouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Lelouch. Nous parlerons tout à l'heure de votre seule en scène que vous tournez à travers la France. C'est un véritable triomphe. Mais là, on revient justement à un autre triomphe. Le 22 janvier 2014 est sorti un film dont voici la bande originale. Ouais. Tu m'ouvres ? Le jeu de la vérité au cinéma, ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ. Oh ben non, mais alors jamais. Jamais, c'est fou. C'est-à-dire que je me décide à écrire du théâtre avec une motivation première, c'est donner un rôle à ma femme de l'époque, qui était Vanessa Demouy, et pour jouer avec elle, j'avais envie de jouer avec elle. Et puis mes copains, David Brécourt et Christian Vadim, et je me suis dit, tiens, il faut que j'écrive une pièce. Mais vous n'aviez jamais écrit ? Jamais. Et j'ai eu l'idée de cette pièce-là, voilà. J'avais envie d'écrire une comédie. Elle a jailli, faut reconnaître. Je l'ai écrite assez rapidement. Mais c'est une technique, l'écriture très particulière. Je l'ai fait à l'instinct. Je peux pas vous dire autre chose. Vous savez, c'est assez facile en fait quand on devient chiant. Quand je lisais et que je me disais bon là il faut qu'on passe à autre chose parce que c'est chiant. Donc voilà, c'est instinctif. J'ai eu de la chance. Voilà, il y a un moment, il y a un facteur. Voilà, c'était une comédie. Voilà, je me souviens que tout a été assez miraculeux parce que même l'affiche, je crois très modestement avoir participé au changement d'affiche au théâtre. C'est-à-dire que je me souviens quand on a fait l'affiche, je dis je veux pas une affiche théâtre là, un fond rouge. Je dis viens on fait comme une affiche de cinéma. Et donc on avait fait cette photo avec mes 3 copains et Vanessa dans le fauteuil au milieu, et c'était à ma connaissance très nouveau. Et depuis tout le monde fait ça. C'est-à-dire que maintenant tout le monde fait des affiches qui ont l'air d'affiches de cinéma pour le théâtre. Mais à l'époque c'était, vous vous souvenez Jacques, c'était des affiches, souvent un fond rouge, le nom des comédiens, le nom de la pièce et voilà. Et moi j'avais envie d'un truc. Donc tout a été un peu miraculeux. C'était à l'époque on avait dit c'est le nouveau théâtre de boulevard, ce qui me va très bien. Voilà. Et puis cette comédie ça a été un succès immédiat, mais alors vraiment, là pour le coup, on n'a pas attendu. Ça a été immédiatement. Et elle s'est jouée dans plus de 10 pays, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Elle a été adaptée dans je sais pas combien de langues et tout. C'était formidable. Mais au départ, personne n'y croyait. Vous n'aviez pas de théâtre. Je crois que vous avez trouvé un théâtre, vraiment la Comédie de Paris. Ah oui, et puis alors à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a un type merveilleux qui s'appelait Frédéric Houdard, qui à l'époque était l'administrateur du théâtre, mais pas le patron, et qui comme il nous avait pris en sympathie, pour nous mettre, avait fait croire à son patron qu'il n'y avait pas d'autres pièces sur son bureau, quoi. Qu'en gros, il fallait faire ça ou rien. Et le type qui dirigeait le théâtre à l'époque avait dit bon, j'y crois pas du tout, mais enfin bon. Il a même refusé de coproduire. Mon producteur lui avait dit est-ce que tu voulais qu'on coproduise? Il dit non, j'y crois pas. Il a eu du pif. Et puis très vite ça a démarré. Et puis il y a eu des adaptations cinématographiques un peu partout dans le monde et tout. Non, ça a été un truc assez fou ce jeu de la vérité. Et il continue d'être joué d'ailleurs tous les ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que je me demande si le journalisme ne vous a pas aidé à écrire. Si, bien sûr. Bah si, apprendre à écrire, ça par contre, même si on a une plume, il faut apprendre. Il y a des techniques. À l'époque, l'école de journalisme, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, Jacques. Il y avait apprendre à écrire un chapeau, etc., etc.
et aller très vite tirer la substantifique moelle de l'information. Bon, l'écriture du théâtre, il y a quand même de ça. Il y a quand même l'approche de la synthèse. Un dialogue, il faut être synthétique dans un dialogue. Il faut dire des choses, puis pas trop long plus. Il faut pas être trop littéraire parce qu'il faut que ce soit mis dans la bouche d'un acteur après. Enfin bon, bref. Alors oui, bien sûr que d'avoir appris à écrire du journalisme, ça m'a probablement très aidé à écrire du théâtre, ça c'est sûr. Et quand on s'interroge sur le succès du jeu de la vérité, on se demande si finalement c'est pas une histoire où tout le monde se reconnaît. Comme souvent, c'est le cas. En fait, vous savez, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une phrase absolument sublime de Paul Valéry qui disait « L'homme se distingue par ce qu'il montre et se ressemble par ce qu'il cache ». Voilà. Et il me semble que nous, notre travail, les auteurs, c'est d'aller chercher ce qu'on cache. Et c'est là qu'on va devenir universel. Donc, moi, cette pièce, c'était quand même trois mecs, qui était amoureux d'une fille au lycée, parce que c'était la plus belle du lycée. Il lui donne rendez-vous 20 ans après, ou 10 ans après, et quand elle arrive, elle est en fauteuil roulant. Et là, il fallait exprimer, et je n'ai pas caché, tout ce qu'on peut ressentir quand on voit un handicapé. C'est-à-dire cette espèce de trouille que ça inspire, et en étant honnête avec ça, non seulement j'ai eu l'adhésion des handicapés, qui évidemment m'ont dit c'est exactement comme ça qu'il faut traiter le sujet, et puis l'adhésion des autres qui disent bah oui, moi aussi je penserais ça. Et vous êtes devenu un auteur très particulier, et c'est assez rare, Philippe Lelouch, vous avez traité à chaque fois des faits de société. Oui. Oui, parce que mais je considère avec le recul que on est un artiste que quand on est l'image de son temps. Voilà. Par exemple, chez les peintres, c'est ce que j'aime, c'est que souvent c'est l'image du temps. Bon, moi je sais pas faire autrement. Il y a des sujets qui m'apparaissent forts. Moins à l'époque qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va y revenir, j'imagine, mais que après je suis passé au one man show, oui. C'est qu'il y a tellement de sujets. Moi en général, quand j'écris une pièce de théâtre, c'est qu'il y a un sujet qui m'arrive, qui m'énerve ou qui m'attriste. Je le torture dans ma tête jusqu'à en trouver le comique de la situation, parce que c'est toujours plus intéressant d'en rire. Puis d'ailleurs, c'est le seul moyen de faire du théâtre, parce que Molière lui-même disait au théâtre, toute morale directe est à prescrire. Il a bien raison. Les gens viennent pas pour qu'on leur fasse la morale. Il n'y a rien de plus chiant que ça. Donc moi, j'essaye de trouver l'axe qui va faire rire. Et après, je nourris une arche dramatique, des personnages, etc. Là, ça a été mon cas pendant 20 ans à prendre des sujets qui m'apparaissaient dangereux, voilà, comme boire, fumer, conduire vite, etc., qui sont après venus où je voyais l'interdiction de tout arriver à grands pas. C'est un peu ce que faisait Audiard à sa manière. Oui, absolument. Alors lui, il avait une particularité, il allait dans les cafés écouter les conversations. Ouais. À côté, pour vivre, il écrivait des articles sur des films qu'il ne voyait pas, exprès pour dire comme ça, le lecteur pourra se faire sa propre décision. Ouais, c'est un génie. Alors, ça a changé votre vie, le jeu de la vérité. Oui, vraiment, clairement. Non seulement financièrement, mais aussi la reconnaissance d'être un auteur. Oui, puis la reconnaissance même en tant qu'acteur. J'étais le moins connu des quatre quand on a écrit le jeu de la vérité. David Brécourt sortait de sa série sur TF1 qui s'appelait Sous le soleil, qui lui valait une cote énorme auprès des jeunes femmes. Christian Vadim était connu, ça faisait déjà sa carrière était déjà battait son plein, mais déjà à 30 et quelques années. Vanessa Demouy pour les mêmes raisons, elle avait fait Classe mannequin, et moi j'étais le petit jeune j'étais le moins connu de la bande. J'étais l'auteur mais le moins connu. Voilà. Et puis évidemment, ça nous a donné une visibilité folle et évidemment un peu d'argent parce que ça a marché, donc ça a changé un peu ma vie, ouais. Oui, en même temps, il y a eu le cinéma ensuite, mais le cinéma, si mes renseignements sont exacts, vous avez commencé à l'école de journalisme avec Poker. Oui, c'est fou. Un court-métrage permettant aux jeunes de comprendre ce qu'était le sida. Ouais, c'est ça. Oui, c'était un court-métrage que j'avais fait. Oui, mais vous avez raison, Jacques, c'était un truc qui dormait en moi. J'avais ce besoin de faire l'intéressant, quoi. Je peux pas expliquer ça autrement. Il y a quand même cette envie de faire l'intéressant, hein. Tout ça, c'est bien beau, mais moi, je pense qu'au départ, on a un compte à régler avec ça. C'est un besoin d'amour, en tout cas pour ce qui me concerne, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, chez les acteurs, les actrices, même les chanteurs ou les chanteuses d'ailleurs, il y a un besoin de reconnaissance, quoi. On se dit pas, tiens, mon art va être essentiel à l'évolution de l'humanité, ou alors là, c'est une dimension qui m'échappe. Donc au départ, c'est de l'ego, on a besoin d'exister, voilà. Et puis après, tant mieux si on a du talent et si la reconnaissance arrive. Oui, mais Poker, vous étiez encore journaliste. Oui, c'est ça. Bah oui, mais j'avais déjà envie de raconter, quoi. Alors finalement, il y a eu ensuite des films que vous avez écrits, réalisés, et d'autres que vous avez simplement réalisés. Oui.
Pourquoi pas... Là, en l'occurrence, celui que j'ai simplement réalisé, c'est parce que c'est Luc Besson qui avait écrit le scénario. Nos plus belles vacances. Non, ça, Nos plus belles vacances, j'ai tout fait, écrire et réaliser. C'est comme un prince presque. C'est un prince presque charmant qui était écrit par Luc Besson et qui m'avait demandé de le réaliser. C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma carrière, mais en tout cas, ça en fait partie, voilà. Et là aussi, le métier de réalisateur, ça s'apprend. Ou pas. Voilà, c'est à force de traîner sur les plateaux. À force de traîner sur les plateaux, puis c'est toujours pareil, quand on a le désir de bien raconter, on sait ce qu'on veut montrer. Alors Hitchcock avait une formule très simple, voire simpliste, il disait le cinéma c'est pas compliqué, quand c'est important on resserre. Oui. Bon, voilà, une fois qu'on a compris ça, c'est déjà pas mal, hein. Mais au-delà de ça, après, il y a quand même des gens qui vous aident sur un plateau de cinéma. Il y a un cadreur, il y a un chef opérateur qui vous dit tiens, attends, on va travailler la lumière, tu vas voir ça. Le cadreur qui dit je pense que ton cadre c'est mieux comme ça. Et puis après, il y a un métier dont on parle pas assez, qui est le monteur. Parce qu'alors là, le montage, lui, il peut faire dans le film qu'on a tourné, on peut faire 10 films différents. Donc c'est le monteur qui doit comprendre votre état d'esprit, qui doit vous écouter, et on doit l'écouter pour raconter ce qu'on a à raconter. Mais le montage, c'est presque aussi important, si ce n'est plus encore, que le tournage du film. Oui, et entre 2 pièces, 2 films et 2 réalisations, vous avez trouvé le temps de devenir directeur artistique du Théâtre de la Madeleine. Ouais. Ça, comment c'est venu, ça ? Parce que Michel Lombroso, qui venait d'acquérir le théâtre, m'a dit, écoute, tu fais partie des auteurs qui font venir. Donc, mais tu fais venir avec tes pièces, mais moi j'aimerais bien que tu fasses venir aussi avec les pièces des autres. Donc il m'a proposé de devenir directeur artistique en me disant, voilà, il avait l'impression que j'avais peut-être le sens de ce que les gens ont envie de voir. Voilà, ce qui est toujours faut prendre ça avec beaucoup de modestie et de guillemets, parce que c'est pas, on sait jamais ce que le public attend vraiment. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette idée que comme j'étais un auteur qui avait du succès, j'allais faire un théâtre qui avait du succès. Bon, voilà, donc il m'a confié la direction artistique de la Madeleine. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Et ça veut dire lire beaucoup de pièces des autres et avoir le flair de repérer les bonnes. Oui, alors oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est un métier, ce serait s'accorder trop de choses. C'est un métier qui a changé. Moi, je passe mon temps à dire la vérité, j'essaye en tout cas, et de dire quand un auteur m'amène une pièce, je ne la lirai que si tu as le casting qui va. Pourquoi ? Parce que quand on dirige un théâtre de plus de 700 places, faut remplir les mardis soirs. Voilà. Et pour remplir les mardis soirs, il faut au moins une tête d'affiche. Parce que sinon, c'est un paquebot. Et ça ferait de tout le propriétaire du théâtre serait très malheureux parce qu'il perdrait de l'argent, le producteur aussi, et l'auteur parce qu'il aurait l'impression de pas être aimé parce que les gens ne viennent pas. Donc aujourd'hui, tout dépend quand même énormément du casting. Alors évidemment, quand on me propose une pièce en me disant, je vous dis n'importe quoi, Pierre Arditi veut la jouer, bon bah oui, bien sûr, je vais la lire. Voilà, mais si c'est lire pour lire et qu'on n'a pas l'acteur, je dis, on va se faire perdre du temps réciproquement. Trouve ton acteur ou ton actrice, et après évidemment, on peut en discuter. Voilà. Et puis il y a aussi une chanson qui a compté dans votre vie. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Une des chansons fabuleuses de Goldman. Il m'avait dit un jour, c'est très difficile d'écrire une chanson, c'est un travail immense. Ça me paraît fou. Ça me paraît fou, écrire une chanson. Je vais répondre. Je sais pourquoi vous avez diffusé cette chanson. Si vous me permettez, je vais juste répondre un peu avant. C'est fou, l'écriture d'une chanson. C'est raconter une histoire en 3 minutes. C'est un court-métrage de 3 minutes. Il faut être d'une synthèse. J'ai discuté de ça, ça me fascine, avec Barbelivien, avec Jean-Jacques, avec Souchon, et avec Obispo, avec plein de gens qui savent écrire et qui connaissent, et souvent, et aujourd'hui j'en suis sûr, une bonne chanson, dès la première phrase, on sait ce qu'il va nous raconter. Oui. Et ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est vrai. Voilà, par exemple, on va prendre n'importe quelle chanson, celle chantée par Sardou. Elle met des fleurs sur son chapeau, la vieille, pour se faire croire que c'est l'été. Voilà, bon, bah, on a compris. Elle a fait un bébé toute seule. Il commence. Bon, on a compris. Et ça, c'est du génie pur. Moi, j'ai une admiration folle. Et un jour, faut que je vous raconte ça, parce que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Quand on joue le jeu de la vérité, je demande, par personne interposée, l'autorisation à Souchon et Woolsey de finir sur j'ai 10 ans. Voilà. Et donc, il faut que je demande l'autorisation aux auteurs qui me la donnent. Et ces types-là sont tellement gentils et humbles qu'en plus, ils se déplacent pour venir voir la pièce. Inutile de vous dire que ce soir-là, je suis mort de trouille, puisque je pense que Souchon est un génie de l'écriture, et je pense même qu'il a inventé une façon d'écrire qui a fait école. Il a transformé la façon d'écrire avec ses ellipses, etc. Bon, bref, je suis fou d'admiration pour Souchon.
Et à la fin de la pièce, je les retrouve dans ma loge, ils m'attendent, et Souchon, à peine je descends l'escalier qui mène aux loges, me dit « Comment t'as fait pour écrire tout ça ?» Et je me dis « Il se fout de ma gueule !» Et je ris, je lui dis « Mais tu peux pas me dire ça toi ?» Et là s'engage une conversation passionnante où il me dit « Je serais incapable d'écrire sur la longueur », que je pense qu'il n'est pas vrai et qu'une modestie qui l'honore. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Moi, j'étais autant épaté de sa capacité à réduire le temps de l'histoire que lui à l'écrire sur une longueur. Voilà. Bon, ça fait partie des chouettes trucs. Et maintenant, pour revenir à la chanson de Goldman dont vous parliez, en fait, j'ai découvert après coup que la femme dont j'étais tombé amoureux, qui est la mère de ma dernière petite fille, qui s'appelle Vanessa, avait une maman qui était attachée de presse dans la musique, qui est très connue jusqu'à il y a quelques années, qui s'appelle Lily Boisjean, et que Lily avait comme client et ami surtout Jean-Jacques Goldman, dont elle s'est occupée quasiment toute sa carrière. C'était l'attaché de presse de Jean-Jacques, qui est le parrain de la femme avec laquelle je vis, et surtout qui, quand Lily est tombée enceinte donc de ma femme, a écrit cette chanson. Elle a fait un bébé toute seule pour elle, parce qu'elle était effectivement toute seule à porter et plus tard à s'occuper de cet enfant. Une très belle histoire, et d'autres histoires, elles sont dans ce seul en scène qu'on va évoquer à travers la date du 18 mai 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Lelouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Philippe Lelouch. On a parlé de toutes vos activités. Et puis, le 18 mai 2024, vous faites un passage de quelques jours par le Théâtre de la Madeleine à Paris, parce que vous êtes en tournée avec ce seul en scène, Stand Alone, qui est un spectacle que vous avez commencé il y a à peu près 1 an et demi, et que vous continuez à jouer, et que vous allez jouer même à Montréal. Oui, mais c'est-à-dire qu'on commence par ce qu'on appelle le rodage, c'est-à-dire de la répétition. On va dans des toutes petites salles. C'est d'ailleurs ça n'appartient qu'au stand-up. Ça, c'est au théâtre, quand on répète dans un endroit clos avec les acteurs pendant X semaines ou mois. Non, le one-man show, c'est autre chose. On va dans des petites salles, les gens payent un ticket à prix réduit pour venir vous voir répéter. Finalement, c'est essentiel parce que c'est eux qui vous disent ce qui est drôle, pas drôle, etc. Bon, ce passage du rodage, qui est donc la préparation du spectacle, vaut mieux ne pas le compter. Mais effectivement, j'ai commencé en janvier l'année dernière le rodage, en février même. Et là, j'ai commencé vraiment à le jouer, dans un spectacle dans sa version finale, depuis le mois de novembre. Et j'ai joué au Théâtre de la Madeleine en décembre et janvier, et merci les gens. Comme ce fut un gros succès, on m'a remis des dates là au mois de mai, et probablement comme ça marche encore, et j'ai cette chance-là, on va m'en remettre au mois à la rentrée, sûrement. Et puis effectivement, à travers la Suisse, la Belgique, le Canada, et tous les pays francophones, quoi. Et je suis ravi, mais je pense que j'en ai encore pour une bonne année, là, au minima. Et comment est venue cette idée, alors que vous aviez déjà fait un seul en scène avec 3 personnages au début? Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas suffisamment long pour que je justifie d'une expérience acquise. Voilà. Puis c'était une autre forme, c'était des sketchs. Là, c'est pas du tout des sketchs, c'est moi et les gens, ou les gens et moi. Et pourquoi justement? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'écris une pièce de théâtre, je prends un sujet qui m'attriste ou qui m'énerve, et puis j'en fais quelque chose de drôle. Bon, mais là, il y a tellement de sujets qui m'attristent et qui m'énervent qu'il aurait fallu écrire 2500 pièces de théâtre. Donc je me suis dit, je vais les enchaîner, les sujets, et je vais essayer de faire rire avec. Et puis, il y a cette volonté permanente chez moi de pas faire la sieste et de me mettre un peu en danger et de me dire, vas-y, va te frotter à un truc là où t'as pas l'habitude. J'ai l'habitude de la scène, certes, mais pas de cette scène-là, et j'avais envie de cet exercice. Et vous faites rimer acteur, auteur et râleur. Ah, c'est joli, ça. Oui, c'est ça, je râle beaucoup, mais je râle de moi. Hein. Oui. Mon principal sujet de moquerie, c'est moi. Mais au travers de moi, je vois bien que les gens qui sont dans ma tranche d'âge se reconnaissent bien. Oui, puis il y a un mot qui vous énerve, c'est ressenti. Ouais, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que cette mode du ressenti en permanence? Voilà, et je parle de ce truc très nouveau maintenant de température ressentie. Il me semble que ce serait beaucoup plus drôle ou plus intelligent, plutôt que de nous parler de température ressentie, d'arrêter avec Celsius peut-être. Oui, mais le mot déjà est ridicule. Voilà, le mot il est ridicule. Il fait 38 points, mais quoi, ressenti? Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à quoi? D'ailleurs, je me suis renseigné, l'Académie française a déconseillé ce mot, et il ne figure pas dans le trésor de la langue française. Ah voilà. Donc l'Académie française est tout à fait d'accord avec moi. Bon. Et ressenti existait au 19e siècle et s'employait dans l'art pour qualifier un objet dont le contour ou le renflement était bombé ou plus fort qu'il ne devait être. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, vous évoquez beaucoup de choses de l'actualité dont on parle, notamment les exogenres. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que pas beaucoup de gens, à part vous, connaissaient ce mot. Oui, c'est le xénogenre. Le xénogenre, c'est ces types-là, ou ces femmes, enfin supposément, oui. qui après disent qu'ils se sentent écureuils
ou licorne ou tout ça. Bon, donc moi je peux tout comprendre, mais il y a une forme qui peut être drôle là-dedans de fascisme à l'envers. C'est-à-dire que c'est quand même fou de nous traiter de fasciste, par exemple, si vous considérez que le mec qui se dit écureuil, vous le reconnaissez pas comme tel, parce que c'est un peu du fascisme à l'envers. C'est-à-dire que lui veut absolument que l'humanité entière, parce qu'il se ressent écureuil, le voit comme un écureuil. Bah non, on est plusieurs milliards, on peut pas tous penser comme toi. Donc il y a une différence entre ce qu'on pense être et ce que les gens voient de vous. Donc, par exemple, si demain je dis je suis une jeune fille de 24 ans, ça va être compliqué. Oui. J'ai le droit de le ressentir. Oui. J'ai le droit de me sentir comme une jeune fille de 24 ans, mais il me semble qu'il faut que je sois tolérant face aux gens qui vont pas me voir de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut s'amuser de ça. Oui, mais en plus, vous osez parler de ça, alors que généralement, c'est très tendance, mais on reçoit des menaces quand on parle de ça. Oui, mais bon, enfin, d'abord, il faut rire de tout. Oui. Je pense que l'autodérision, c'est la principale qualité chez n'importe quel être humain, quel que soit son ressenti, et que voilà, et qu'il faut qu'il ressente que moi je suis drôle. J'ai décidé d'être drôle, donc s'il lui a décidé d'être un écureuil, moi j'ai décidé d'être drôle. Donc à nous deux, on va dire lequel va avoir raison. Exactement. Alors il se trouve aussi que vous êtes journaliste, mais chansonnier, parce qu'il y a un côté chansonnier dans votre spectacle, vous vous attaquez à l'actualité. Oui, un peu forcément, parce que je suis aussi un citoyen. Donc je suis aussi un Français qui voit les choses, qui les ressent, et donc il y a des trucs sur lesquels on doit rire et s'énerver. Alors, exemple, et ça vous a posé quelques problèmes, Anne Hidalgo. Vous n'êtes pas le seul, mais là, vous y avez fait non, très fort. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, je me sens pas seul dans ce combat-là. Non, voilà, elle est, voilà, qu'est-ce que je vous dise, je crois que tout a été dit ou presque. Moi, j'en joue sur scène en disant, voilà, je pense pas dire une bêtise en disant qu'elle a massacré cette ville, voilà, et qui fait d'ailleurs que tout le monde se barre. Donc c'est qu'il y a bien une raison. Il y a un moment, je me dis, ils vont annuler les JO. Oui. Ils vont annuler, ils vont se rendre compte qu'on n'est pas prêt là. Je pense, voilà, oui. Ouais, voilà ça. Et en fait, là, c'est moi qui suis complètement dans un ressenti. Ouais, je me dis, mais comment ils vont faire? Quel est le mec qui va plonger dans la scène, là? Oui. Voilà, par exemple, ça, là plonger. aussi, on est complètement dans l'absurdité totale. On est en train de nous dire, si, je vous garantis qu'on peut se baigner dans la Seine. Ah, oui. On est quelques millions à penser que non, faut pas, hein. Faut pas y aller, hein. Et puis il y a aussi un instrument, enfin un moyen de déplacement qui vous pose des problèmes. La bicyclette, Yves Montand. Ouais. Et les vélos, ça vous énerve? Ah bah alors, le vélo, je peux comprendre qu'on aime le vélo, c'est les cyclistes qui m'énervent. Oui. C'est-à-dire que cette espèce de folie, mais de toute façon tout le monde énerve tout le monde. On est dans l'absurdité la plus totale. Les piétons sont énervés par les rollers, qui eux-mêmes sont énervés par les trottinettes électriques, qui eux-mêmes sont énervés par les vélos, qui eux-mêmes énervent les taxis, qui aiment pas les bus, et les bus aiment pas. Enfin bon, on est dans un délire le plus total. Et ce qui m'agace profondément chez les cyclistes parisiens, c'est l'absence totale de respect du code de la route. C'est-à-dire que on ne peut pas voir un cycliste qui s'arrête au feu rouge. Non. Et d'ailleurs, s'il s'arrête pas, c'est de votre faute aussi. Et en plus, c'est super flippant parce que au-delà du fait qu'il m'énerve, j'ai pas pour autant envie de le tuer. Dieu m'en préserve. Hein. Donc j'ai tout le temps la trouille et on en est rendu là en ce moment à Paris à freiner au feu vert en disant si y a un mec qui déboule au dernier moment, j'ai pas envie de me le faire, quoi. Donc il y a quand même voilà ce truc de deux poids deux mesures. Et évidemment, eux, ils risquent pas un retrait de permis en ne respectant pas le code de la route. Bon, voilà, donc c'est du n'importe quoi. Alors, il se trouve aussi que ce spectacle, c'est un spectacle de nostalgie et qui fait rire beaucoup les anciens et les jeunes, parce que en plus, vous vous attaquez ceux qui nous entourent, les cons. Et oui. Comme disait Audiard, je crois dans le Cave sur Bif, si on mesurait la connerie à Sèvres, il serait maître étalon. C'est génial. Oui, alors c'est très subjectif, hein, la connerie est toujours le con d'un autre. Hein. Moi, j'ai pas de doute d'imaginer que je suis le con de quelqu'un, même de plusieurs. Voilà, mais voilà, l'enfer c'est les autres, comme disait le grand Sartre. Mais c'est pas voilà, oui, il y a le problème des cons aujourd'hui, c'est qu'on les entend beaucoup trop, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ce puits génial, cette invention géniale que devait être Internet, qui était cette bibliothèque universelle, ce savoir universel enfin qui pourrait être partagé par tous et toutes, c'est devenu la lie de l'humanité. C'est-à-dire que tous les aigris s'excitent,
que, comme a dit le grand Umberto Eco, maintenant le sombre crétin a la même puissance de feu qu'un prix Nobel, voilà, et que les gens savent plus faire la différence entre qui est qui et quoi est qui. Voilà, donc on est dans un... Mais j'enfonce des portes ouvertes. Voilà, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument arrêter l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ça en limiterait déjà quelques-uns, parce que je peux comprendre, moi, les platistes, par exemple, me font rire. Un mec qui pense que la Terre est plate, il me fait marrer. Ça me gêne pas. Celui qui t'insulte ou qui te menace, c'est déjà beaucoup plus dangereux, et souvent ce sont pour de très très mauvais prétextes qui sont dégueulasses humainement. Donc voilà, je pense que le jour où on doit signer un courrier, ça limite les courriers. Oui, voilà. Mais l'une des raisons du succès de ce spectacle, je me demande si c'est pas le fait que vous dites tout haut, Philippe Lelouch, ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Eh ben, c'est un très beau compliment. En tout cas, je ne me censure pas. Moi, la seule chose que je me suis imposée, c'est d'être drôle. Supposément. Encore une fois, ça est relatif. Mais de me dire, si je fais pas rire, j'y vais pas. Moi, il n'y a rien qui m'emmerde plus que d'aller voir un spectacle dit drôle et qu'on me fasse la morale. Et puis, alors vous avez... Oui, non, mais en plus, il y a une chose importante, une grande croisade que vous entamez dans ce spectacle, c'est rendre le slow obligatoire. Oui, ça c'est quand même très important. Oui, essentiel. Bah, c'est essentiel, voilà. Pour la vie des jeunes femmes et des jeunes hommes, je pense que le slow... Et je dis même dans le spectacle que si j'étais féministe, je rendrais le slow obligatoire, parce que on n'est pas sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont un problème avec le non, qui savent pas ce que ça veut dire, le mot non. Bah, je peux vous garantir que le mec qui a connu le slow, lui, il sait très bien ce que ça veut dire non. On en a pris du non, nous, quand on a invité les filles à danser. Donc peut-être que ça éduquerait à supporter fièrement le non d'une jeune femme. Voilà. Donc je m'amuse avec tous ces trucs-là. Mais objectivement, le slow, c'est un vrai combat, parce que je trouve qu'on a enlevé la possibilité à l'humanité de tomber amoureux en 3 minutes, oui. Ce qui était quand même pas mal. Et puis vous défendez quelque chose qui n'est plus d'actualité, en tout cas chez certains, c'est la galanterie, Philippe Lelouch. Oui, bah oui, ça me paraît essentiel. Ah oui. Ça me paraît essentiel. Voilà, je maintiens qu'on n'est évidemment pas égaux. Et tant mieux, parce que cette différence-là, c'est ce qui fait la richesse absolue de l'humanité. Je pense qu'un mec qui se comporte mal avec une femme est un porc. Voilà, c'est pas un homme, c'est un porc. Mais que Dieu merci, tous les hommes sont pas des porcs. Et que, pour mieux le prouver, d'ouvrir une portière à une dame, c'est toujours élégant. Ou de payer la note au restaurant, quand on peut le faire, c'est toujours mieux. Voilà. Alors après, on peut dire, t'es un réac. Oui, bah c'est pas grave. Et puis vous faites un tabac avec ce spectacle, et le tabac, vous en parlez justement avec un souvenir familial dans la 404 de votre père. Oui, tout d'un coup, j'étais convaincu. Oui, de la 504, pour la être 504, précis. pardon. Oui, parce que c'était une époque bénie, la fin des années 70 et des années 80, pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que tout le monde partait un mois en vacances. Voilà, qu'on soit prolo ou qu'on soit grand patron d'entreprise, tout le monde avait son mois de vacances. C'est quand même incroyable, ça. Et donc, il y avait les juilletistes et les haussiens, ce qui a complètement disparu. Aujourd'hui, le mec qui part 2 semaines, c'est déjà un privilégié. Donc, tout le monde se rejoignait. Les bouchons des vacances faisaient déjà partie des vacances. C'était la préparation, les routes nationales, les serviettes humides, parce que la clim n'existait pas dans les bagnoles, pour essayer d'avoir un peu d'air frais. Tout ça faisait partie d'un truc absolument joyeux, d'un bordel organisé qui était magnifique. Et puis, et je parle évidemment de ce moment où tout le monde fumait, parce que dans les années 70-80, tout le monde clopait, puis alors avec une espèce d'inconscience absolue, parce que personne ne savait que c'était si mauvais pour la santé. Et donc je parle de mon père qui fumait dans la bagnole les vitres fermées, parce qu'il voyait pas l'intérêt d'ouvrir. Il râlait quand on demandait d'ouvrir. Évidemment qu'il n'avait pas envie de nous tuer, il savait pas que c'était mauvais, voilà. Et donc cette époque-là, cette insouciance-là, cette inconséquence, eh ben, elle peut être regrettable. Voilà, cette insouciance, on la découvre dans votre spectacle, qui est tout sauf de l'insouciance. Votre père, vous en parlez, mais je laisse la surprise à celles et ceux qui nous écoutent de le découvrir dans ce spectacle stand-alone, qui est pour l'instant à Paris pour quelques jours, qui reviendra à Paris et qui est en tournée dans toute la France, à mon avis, pendant un certain temps. J'espère que Dieu vous entende. Peut-être jusqu'à vos 80 ans. Amen. Voilà. Merci Philippe Lelouch, merci. Continuez comme ça, merci, à l'instinct Jacques. à travailler. Merci de m'avoir reçu. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.